Monsieur Alain Douillet, la parole est à vous. Merci, et merci de cette invitation. Alors, je ne sais pas si Didier Jourdan le savait, mais outre la promotion de la santé, qui est mon métier depuis 30 ans, j'ai fait de la sociologie du langage avant de faire la promotion de la santé. Donc, c'était une invitation et un sujet qui m'était particulièrement cher et intéressant. Donc, je suis très content d'être avec vous. La question qui m'a été posée essentiellement, c'est pourquoi, enfin, oui, pourquoi la promotion de la santé est-elle l'affaire de tous? Alors, c'est vrai que c'est un terme qui paraît assez, quand on n'est pas dedans, qui paraît assez général, assez, voilà, assez global. Et en quoi, enfin, pour comprendre pourquoi la promotion de la santé est l'affaire de tous, peut-être qu'il faut repasser par la définition de la santé, c'est la première diapo. La définition de la santé, alors il y a celle très ancienne et connue de tous de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et social. Alors le terme d'état maintenant est assez décrié, assez critiqué. On préfère considérer la santé plutôt comme une ressource plutôt qu'un état figé et un peu monolithique. Donc penser la santé comme une ressource à la fois sociale, physique bien sûr, psychologique, spirituelle, euh, une ressource individuelle, mais aussi une ressource collective et sociale. Donc la santé, pris dans cette acceptation-là, on voit bien que ce n'est pas que le soin. Et d'ailleurs, les spécialistes de la promotion de la santé ont mesuré un petit peu les incidences sur l'état de santé d'une population et s'aperçoivent que le secteur de soins, par exemple, le secteur des soins, est responsable à peu près de 25% de l'état de santé de la population. Ce qui influe, ce qui impacte le plus, ce qui détermine le plus, c'est l'environnement social et économique des personnes, des populations. On voit qu'il y a une dimension aussi d'environnement physique, on parle beaucoup d'environnement maintenant, et qu'il y a bien sûr aussi une dimension biologique et génétique, mais vous voyez, 15%, donc ce n'est pas la majorité de ce qui conditionne la santé. Donc, quand on considère la santé dans cette dimension très large, très, très globale, qui n'est pas que physique, qui n'est pas que l'absence de maladie, comme disait la première définition de l'OMS de 1946 que je vous évoquais, on comprend pourquoi la promotion de la santé, qui est la diapositive suivante, s'il vous plaît, pourquoi la promotion de la santé, dont la définition et dont la mise au point comment dire, un peu précise, remonte à 1986, donc c'est plus récent, plus proche de nous, et ça a été donc vraiment promu, je reprends votre terme, promu par la Charte d'Ottawa, qui définit 5 axes d'intervention et de mobilisation sociale et collective pour atteindre la santé. Donc, et on voit bien que ces 5 axes, ils sont directement issus à la vision large de la santé que je viens d'évoquer. Les 5 axes, je les passe rapidement parce que c'est du déjà connu quand on travaille avec Didier Jourdan, comme beaucoup d'entre vous. Les 5 axes, c'est alors un axe individuel. Le premier axe, c'est agir sur les capacités des personnes. C'est tout ce qui recouvre l'éducation pour la santé, le développement des compétences des personnes. Donc, il s'agit de renforcer les aptitudes individuelles. Ça renvoie à une vision assez classique de la prévention et de l'éducation pour la santé. Il y a une dimension plus collective, plus communautaire, aussi promue par la Charte d'Ottawa. Là, il s'agit plutôt de renforcer les liens sociaux, les réseaux d'entraide, tout le collectif et l'importance du collectif dans la vie des individus. Et on sait que cette dimension-là, qui parfois est moins présente que les responsabilités individuelles, que cette dimension collective et communautaire est tout à fait importante dans le maintien ou la restauration du bien-être des personnes. Une autre dimension, c'est l'action sur l'environnement, sur les milieux de vie, agir sur les logements, agir sur le travail, agir sur les approvisionnements en eau, agir sur l'alimentation, l'équilibre nutritionnel, la qualité alimentaire. On sait que cette dimension, elle a aussi pris des importances et une reconnaissance importante. Et c'est le troisième axe recommandé par la Charte d'Ottawa, rendre les environnements plus favorables à la santé. Un quatrième axe qui est de mettre en œuvre une politique volontaire de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre formule qu'on entend souvent, c'est de mettre de la santé dans toutes les politiques publiques. Alors ça, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire,
Mais on se rend compte que quand on parle d'urbanisme, quand on parle de transport, quand on parle de logement, quand on parle d'éducation, on peut aussi très facilement aborder, toucher des questions de santé. Donc c'est ça cette idée-là, c'est de mettre de la santé, distiller de la santé un peu dans toutes les politiques publiques, parce que toutes ont des influences plus ou moins directes sur la santé des individus. Donc ça, c'est un quatrième axe sur lequel il y a encore, très honnêtement, beaucoup à faire dans la plupart des pays du monde. Le cinquième axe de recommandation de la promotion de la santé, de cette charte d'Ottawa, c'est d'agir sur les services de santé, réorienter les services. C'est comme ça que s'intitule cet axe-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler les dimensions de santé, pas seulement sur la dimension du soin, mais aussi sur la prévention. Donc c'est réorienter les services, les moyens, les compétences en matière de santé, pas seulement sur le curatif, sur le soin, mais aussi sur la prévention. Et on sait que ça reste, même malgré les efforts importants qui sont faits depuis des années, ça reste malgré tout, j'allais dire, le parent pauvre de la santé. C'est un peu exagéré de le dire comme ça, mais en tout cas, il y a un déséquilibre très fort du soin au détriment de la prévention. Donc voilà, en quoi la promotion de la santé nous concerne tous. Quand on a un peu ce panel-là devant soi, on se rend compte qu'effectivement, qu'on soit individu, simple individu, qu'on soit acteur de santé bien évidemment, qu'on soit décideur politique, qu'on soit habitant d'un quartier, qu'on soit responsable d'une communauté, qu'on soit agent d'entretien dans une ville, on est tous concernés par les questions de santé et on peut tous avoir une action dessus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quelques réflexions sur langage et promotion de la santé. On voit bien que si on a cette acceptation très large et très complexe de l'intervention sociale qu'est la promotion de la santé, le langage, du coup, renvoie à un certain nombre de points, en tout cas, c'est des éléments de réflexion que je vous propose. Le langage, c'est à la fois un marqueur de diversité et de différence. Je pense que mes collègues vont l'exprimer tout autant après moi. Alors, de diversité et de différence culturelle, sociale, psychologique, ethnologique. Le langage, c'est aussi un support de communication lui-même d'une très grande diversité. Le langage, c'est le langage oral, mais c'est aussi l'écrit, c'est le visuel, c'est l'auditif, c'est le rationnel, mais c'est aussi l'émotionnel, c'est le photographique, le cinématographique, le pictural, le corporel. Il n'y a donc pas un langage, mais une multiplicité de langages. Le langage, c'est aussi un support de ressources, d'expression, de développement et d'épanouissement, à la fois personnel et collectif. Ça, en éducation et en promotion de la santé, qui sont donc mes métiers, c'est vraiment un élément sur lequel on s'appuie beaucoup. Le langage comme une ressource, comme un moyen à la fois d'expression, mais aussi de développement, d'épanouissement. Et là, on est dans une acceptation large de la santé, bien évidemment. Le langage, c'est aussi un marqueur d'inégalité sociale importante. Là, on peut renvoyer aux travaux maintenant anciens de Bourdieu et Passeron, ou de Baudelot et Establet, qui sont donc des sociologues français tous, qui ont montré à quel point le langage, dès l'école primaire en particulier, façonnait et reproduisait bien souvent, notamment par l'intermédiaire malheureusement de l'école, les inégalités sociales. On pourrait développer longtemps, ces écrits sont tout à fait passionnants. Le langage, c'est aussi un marqueur de difficultés spécifiques et fréquentes. Là aussi, je laisserai mes collègues développer ces dimensions-là. Les troubles du langage, les troubles de l'attention, les troubles de l'apprentissage. Le langage, c'est également un risque de reproduction et de renforcement des inégalités. Un exemple dans notre champ de l'éducation et de la promotion de la santé, il existe un programme national gouvernemental que presque tout le monde connaît, qui s'appelle le Programme national Nutrition Santé, qui, avec toutes les bonnes intentions du monde, souhaitait à la fois développer les compétences alimentaires de la population et réduire les inégalités en la matière, les inégalités sociales en particulier. Ce qu'a montré les premières évaluations de ce programme, malheureusement, c'est qu'il renforçait les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire ce programme, qui était le même programme appliqué à tous, profitait davantage aux catégories sociales professionnelles favorisées et donc aggravait les inégalités sociales.
Donc, même avec les meilleures intentions du monde, on voit bien à quel point cette question du langage et de l'appropriation est compliquée. Septième point, le langage, c'est aussi un support de toutes les interventions en promotion de la santé, et avec toutes nos intentions, j'allais dire nos bonnes intentions d'intervention, et notamment de réduction des inégalités sociales de santé. Donc on voit bien à quel point c'est à la fois un support, mais peut-être un vecteur sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Donc intervenir sur et avec le langage en promotion de la santé, ça nécessite, selon moi, de ne pas avoir une vision naïve, égalitariste et univoque du langage. Et encore une fois, il n'y a pas un langage, mais une multiplicité de langages. Il n'y a pas une façon de s'approprier le langage de l'autre, mais une quantité de façons, notamment très socialement différenciées. Enfin, permettre à chaque public et à chaque personne de se construire avec le langage qui lui convient le mieux. Ça, c'est peut-être un de nos leitmotivs en éducation, en promotion de la santé, partant de ce constat qu'on a les uns et les autres, selon nos sensibilités, selon nos origines sociales, selon nos milieux culturels, des langages qui nous conviennent plus ou moins. Et là, on touche peut-être à ce qu'on évoque en éducation, enfin ce dont on parle en éducation, qui est l'approche différenciée et qui est malheureusement pas toujours à l'œuvre dans des démarches éducatives. Diapositive suivante. Alors, pour nous aider à penser cette complexité et cette difficulté du langage comme support et objet de promotion de la santé, je vous propose deux notions, alors vraiment très rapidement, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais ce sont des choses que vous pouvez creuser ensuite par la littérature abondante qui existe sur ces deux notions. La première, c'est la notion d'universalisme proportionné. Alors, ça paraît être un barbarisme. C'est un concept qui a été défini notamment par Michael Marmot dans un rapport pour le ministère de la Santé britannique en 2010, et qui dit « Viser exclusivement les plus défavorisés ne réduira pas suffisamment les inégalités de santé. Pour aplanir la pente du gradient social, les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. C'est ce que nous appelons l'universalisme proportionné. » Alors, pour illustrer cette approche, cette idée, le petit dessin là, qui est maintenant très répandu, très connu, dit bien ce que peut être l'universalisme proportionné. Alors, on a souvent, en particulier en France, avec notre idéal républicain, on a souvent une idée de la justice qui est l'idée de l'égalité, c'est-à-dire les mêmes droits, les mêmes propositions pour tous les publics. Or, si on applique à la lettre cette idée-là, on en arrive, avec l'inégalité des publics qu'on a en face de soi, à une situation qui est franchement pas une situation de justice. L'universalisme proportionné, c'est le petit schéma de droite, est plutôt de dire on agit, on propose des mesures, des soutiens, des actions proportionnellement aux besoins des publics. Donc il faut les connaître, il faut connaître leurs capacités, mais aussi leurs différences, leurs handicaps, et on adapte l'intervention en fonction de ces publics. Et là, on arrive effectivement à une situation qui est plus une situation de justice. Ça, c'est la première notion d'universalisme proportionné qui est assez intéressante dans nos approches de promotion de la santé. La deuxième idée, le deuxième concept, c'est celui qui est très en vogue depuis quelques années, un peu plus récemment encore, de la littératie en santé. Je pense qu'en orthophonie, on doit aborder cette question-là, qui est un terme, donc, alors la définition que j'ai puisée dans la bonne revue La santé en action de M. Vandenbroek, Stéphane de son prénom, qui dit « On entend par ce terme la motivation et les compétences des individus à quatre choses, c'est le petit schéma de droite, accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. » Donc on voit bien là que par cette idée-là, que l'accès à l'information, que l'accès à la connaissance ne va pas de soi. Il faut donc d'une part y accéder, il faut la comprendre, il faut l'évaluer, donc la mettre en mesure aussi de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on fait,
et enfin l'appliquer. Donc le niveau de littératie en santé, nous dit M. Van den Broek, est préoccupant, notamment en Europe, y compris en France. Améliorer le niveau de littératie est un enjeu majeur de santé publique pour que la population soit en capacité de prendre en charge au mieux sa santé. Voilà, ce petit schéma et surtout cette notion-là renvoie à la fois à la différence des publics, mais aussi, nous, à la différence des interventions et des propositions qu'on peut faire à nos publics. Pour vous remercier et faire un petit clin d'œil personnel avec cette peinture qui est réalisée par mon, plus, mon fils le plus âgé, qui a 18 ans, qui est quelqu'un qui a une très forte dyslexie, voilà, qui a passé toutes ses premières années de scolarité avec beaucoup de difficultés, et qui a trouvé, j'allais dire, sa voie de santé et surtout sa voie personnelle et d'émancipation et d'épanouissement personnel grâce à un autre langage que le langage écrit, puisqu'il s'est mis à peindre, et c'est ce langage-là qui lui a vraiment aidé, à la fois dans ses relations personnelles, mais aussi dans sa scolarité qu'il continue. Voilà, un petit clin d'œil personnel. Merci beaucoup, Monsieur Douillet, du coup, pour votre intervention.